Christian. Déjà, merci d'être venu jusqu'à nous pour vous présenter votre livre. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux Ariégeois qui nous écoutent voilà, vos passions, votre vie associative Donc, Christian Poncini, je vis en Ariège depuis maintenant les années 80, où j'ai posé mes valises dans ce département. Déjà, en plus, je vous remercie de m'accueillir pour pouvoir vous présenter ce livre qui va fêter ses 1 an dans 15 jours, à la fin du mois. Et ce parcours, disons, ariégeois, je l'ai fait au conseil départemental pendant près de 25 ans. Et ensuite, à la retraite, je suis devenu correspondant de presse et donc j'ai pris vraiment le plaisir d'écrire, d'aligner des mots et de jouer avec les mots. Et voilà ce que je peux dire de moi. Je suis passionné d'histoire médiévale. Je suis membre de l'association des Amis du Château de la Barre, où nous travaillons sur l'histoire du château, cette histoire qui est liée au château de Foix d'ailleurs, à l'histoire de Foix. Et bien sûr, j'aime bien aller aux archives assez souvent. Et d'ailleurs, je fais aussi partie des Amis des archives. Voilà. Alors, vous avez répondu un peu à ma question. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Est-ce que vous aviez envie d'écrire un livre et vous avez dit, tiens, je vais prendre cette histoire, ou est-ce que vous étiez tellement passionné par l'histoire de cette que vous avez dit, je vais écrire dessus? Alors, je m'intéresse aux Templiers depuis l'âge de 20 ans. Donc, ça fait 52 ans, pour être très précis, que je m'intéresse à l'ordre des Templiers. Effectivement, plusieurs fois, il m'est arrivé de me dire, mais pourquoi je m'intéresse à cet ordre? Ça ne présente aucun intérêt, ils ne sont plus là. Mais je continuais d'acheter des livres de plus en plus anciens, des livres vraiment puis à continuer des recherches, à visiter des commanderies, à temps à autre, passer à droite ou à gauche. Et puis, il y a 8 ans environ, j'ai eu le déclic, le fil rouge, disons, déjà par ce personnage qui est un de mes héros du livre, qui est Guillaume de Foix, dernier des Templiers, qui en 1310 va aller défendre l'ordre à Paris devant le roi et qui va revenir en Ariège. Le commandeur de la commanderie de Pamiers sera brûlé, ainsi que les autres Templiers, pas lui. Pas lui, parce qu'on est cousin du comte de Foix, et le comte de Foix commence à être puissant. Gaston Ier commence déjà à être un peu puissant quand même. Donc, au niveau de l'histoire, Guillaume a été mon premier fil rouge. Mon deuxième fil rouge, c'est Bertrand de Foix, qui lui par contre est en 1280, le bras droit du grand maître Guillaume de Beaujeu, et Guillaume de Beaujeu en fera pas le trésorier de l'ordre, le trésorier de l'ordre est à Paris, mais le gardien du trésor sur l'île de Chypre, quand le temple, disons, est resté à Acre, et qu'il n'y a plus, ils ont perdu pratiquement toutes les terres dites saintes, et l'ordre du temple va se rabattre sur l'île de Chypre, et à Chypre, le temple, disons, va déposer tous ses biens, ses trésors. Et Bertrand de Foix sera nommé le gardien du trésor. Voilà. Donc j'avais ces deux personnages liés à l'Ariège, vivant en Ariège. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Et j'ai commencé à creuser et j'ai trouvé le fil rouge par hasard du trésor. Et le fil rouge, vous l'avez bien sûr dans le livre. Ça, il faudra le lire pour voir où est ce fil rouge. Mais à un moment donné, je me suis dit, tiens, ça, voilà, le trésor matériel et spirituel, c'est ça. Alors, ce n'est pas une affirmation totale, mais quand même, c'est recoupé par des documents sérieux et des personnages sérieux comme Maurice Druon, etc., qui en ont parlé, disons. J'ai mis 8 ans de recherche et d'écriture pour... Alors, le premier jet, je l'ai fait lire à mon épouse et à sa sœur qui m'ont dit c'est complètement illisible. Donc, j'ai remis sur l'ouvrage, j'ai recommencé 3 fois. Je l'ai recommencé au départ, disons, pour arriver à en faire un récit historique. C'est un roman historique, un récit d'aventure. C'est un récit entre... Un ami m'a dit ce compliment, c'est entre récit d'aventure et thèse d'histoire. Et je trouvais que c'était un compliment parce que c'est un peu ce que j'ai voulu faire. Une belle aventure, parce qu'il y a des héros, c'est un petit peu... J'aime bien les romans, disons. Comme je vous ai dit, effectivement, à 13 ans, j'avais lu tout Arsène Lupin, à 14 ans, parce que c'est un... Arsène Lupin, Maurice Leblanc, est un personnage qui a fait beaucoup de recherches, lui aussi. Et en fait, c'est pas... Quand on lit vraiment Lupin, ça n'a rien à voir avec les petits feuilletons télévisés. C'est vraiment du récit historique. Alors, je ne suis pas à la hauteur de Maurice Leblanc, bien loin de là. Je n'ai pas sa plume et je n'ai pas son imaginaire, mais j'ai essayé de faire un document qui soit passionnant pour le lecteur et qui l'emporte
vers d'autres siècles, parce que là, on se promène à partir du XIVe siècle, on va se promener dans le temps. On va suivre ce trésor au travers de la guerre de 100 ans, des guerres de religion, de tous les grands événements de l'histoire de France. Le trésor va vivre sa vie et va exister. Voilà. Alors donc j'ai envoyé une vingtaine de manuscrits par Internet. Alors les grandes maisons comme Flammarion, Actes Sud ou autres vous demandent d'envoyer sur format papier avec interligne. Donc mon livre, là, il fait 230 pages, disons, mais s'il était en format poche, il en ferait 400. Ça veut dire que ça me faisait un document de 800 pages, avec interligne. Donc j'ai refusé d'envoyer des documents manuscrits à grandes maisons. J'ai envoyé une vingtaine, un peu à toutes les maisons que j'ai pu trouver sur Internet. Certaines grandes maisons acceptaient quand même, mais comme Michel Lafon, par exemple, mais Michel Lafon ne prend que ce qui est du sensationnel. Donc là, il vient de sortir un livre là, sur les Templiers, c'est du sensationnel, disons. Donc, même pas répondu. Mais bon, comme tout le monde, on cherche. Beaucoup d'éditeurs m'ont répondu, une dizaine, qui voulaient bien m'éditer, mais il fallait que j'envoie entre 700 et 3000 euros, suivant les éditions. Comme Sidney Laurent, qui malheureusement maintenant a fait faillite, et donc bon, les gens se retrouvent un peu le bec dans l'eau. Et après, le Lys Bleu, par contre, qui fait partie des éditeurs un peu sérieux, il faut juste acheter 40 exemplaires du livre à publication. Et puis Maya m'a répondu. Alors Maya est un éditeur parisien en sous forme associative, créé par 3 romanciers, 3 auteurs connus, disons, et qui veulent donner leur chance à toute personne qui veut publier. Et donc, ils font un tri. Mais ils publient quand même, actuellement, ils ont quand même à peu près 1700 ouvrages proposés sur Internet. Alors, le problème Maya, c'est qu'effectivement, la diffusion ne se fait pas en librairie. Ce n'est pas la faute vraiment de l'éditeur, c'est plus la faute des libraires. Les libraires prennent des éditeurs qui font des campagnes, qui donc permettent de vendre sûrement. Maya ne fait pas de campagne. Il y a eu une pré-campagne, une pré-vente. J'ai vendu environ une centaine de livres en pré-vente, donc ce qui a permis de payer tous les frais d'édition, mais je n'ai rien déboursé et la pré-vente, on peut le faire pour un CD, ça se fait maintenant de plus en plus. Quand on a un projet, on peut le vendre à l'avance, dans ce que j'ai fait. Une centaine de personnes m'ont fait confiance, l'ont acheté, et ça a permis comme ça de pouvoir tout régler. D'accord. Bon, on revient au livre proprement dit, voilà. Vous en avez déjà un peu parlé. Donc il y a les personnages historiques qui existent, Oui. évidemment. Et puis il y a ces personnages-là qui vont vivre cette aventure et rechercher le trésor. Comment ils naissent, ces personnages, dans votre esprit? Alors déjà, j'ai eu un gros problème de santé. Et je me suis retrouvé dans les salles d'attente de spécialistes à attendre des heures entières. Donc j'avais un petit carnet. Et pour m'isoler complètement, puis un peu aussi oublier les mauvais côtés de la vie. Donc je me suis enfermé dans mon roman, où là on peut construire ce qu'on veut, on construit la vie que l'on veut, et personne ne vient vous dire le personnage doit faire ci, doit faire ça, c'est vous qui allez diriger. Et donc à écouter les gens, à voir les gens, j'ai commencé à dresser un peu des petits portraits. Et ça m'a aidé beaucoup pour pouvoir justement créer des personnages. Et après, donc, j'ai fait naître effectivement Jeannette, puis Hugues, et puis le reste est venu un peu autour, se mettre. Et ces personnages, ça devient des compagnons de route quelque part. On s'y attache et on va en faire. Il y a les affreux Jojo, il y en a 2 dans le livre, surtout un qui est vraiment... là, alors là, on prend en plus un plaisir cynique à avoir un personnage affreux. Mais par contre, j'étais aussi très content quand je reprenais mes personnages sympathiques et honnêtes, disons. Voilà. Vous avez répondu aussi un peu, le côté historique des Templiers, le côté romanesque, aventure. Donc voilà. C'est Arsène Lupin, c'est quoi? C'est le cinéma, les séries peut-être qui vous inspirent? Non, pas vraiment. Non, le cinéma sur les Templiers n'est malheureusement, quand il est américain, c'est 80% de conneries pour 20% de pseudo-histoire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est le jeudi 12 octobre et les gens ont tous peur un peu du vendredi 13 octobre. Parce que le vendredi 13 octobre 1307, c'est le jour où les Templiers ont été arrêtés, en France, en Navarre, partout,
disons, et c'est le jour de la fin, le premier jour de la fin de l'ordre du Temple, qui sera définitivement aboli en 1312 et qui disparaîtra totalement en 1314 à la mort de Jacques de Molay. Mais ce fameux vendredi 13, où les gens ne connaissent pas trop l'origine, apparemment viendrait de ce jour où Guillaume de Nogaret, un mois avant, avait pris un arrêt qu'il a envoyé dans toutes les sénéchaussées de France pour que les Templiers soient arrêtés le vendredi 13 au matin. Et le vendredi 13, alors pas demain matin, parce que demain matin, il y a quand même du temps qui est passé depuis. Mais le vendredi 13, 1307, tous les Templiers ont été arrêtés et c'était la première marche, disons, d'arrêt de l'ordre du Temple, qui après, pendant 7 ans, les Templiers ont été emprisonnés et en 1314, avec la condamnation du maître, Jacques de Molay et le fameux bûcher, avec la fameuse phrase des maudits, les fameux rois maudits, ensuite donc se termine l'épopée templière qui là se finit. Maintenant il y a des gens qui se veulent templistes, templiers, qui se font plaisir, qui mettent des habits ceci, des habits cela. Ils ne se rendent pas compte que s'ils étaient vraiment templiers, ils ne vivraient pas tranquillement leur vie pour mettre une robe blanche avec une croix le dimanche ou le samedi, parce qu'il faudrait qu'ils soient dans un ordre avec une règle. Les templiers, c'est un ordre régulier qui obéit à une règle. Les commanderies, en fait, sont des petits monastères où il y a obligation de dormir. Le templier ne vivait pas dans le monde extérieur, dans le monde séculier, il vivait dans le monde régulier. Donc, il était enfermé dans sa règle. Et quand il était en terre dite sainte, il était soldat. Il était moine, mais il était soldat aussi. Et donc, il était militaire dans une caserne. Donc, il faut remettre un peu les... J'essaye dans ce livre aussi de raconter ce qu'étaient réellement les Templiers au-delà de tout ce qui a pu se raconter. Alors, je ne suis pas un grand historien, mais j'ai énormément accumulé de documentation me permettant d'en parler de façon sérieuse. Alors maintenant, bon, ce livre, il est édité depuis quasiment 1 an maintenant. Il suit son petit bonhomme de chemin, sa petite vie. Une idée d'un autre livre, vous avez envie d'écrire sur autre chose, de faire peut-être une suite, une autre aventure à vos personnages? Quand j'ai fini mon livre, j'avais dit non. Mais c'est vrai que le plaisir de s'enfermer dans un roman et de créer, c'est un tel plaisir qu'effectivement, j'y pense peut-être, mais il faudra que je retrouve un personnage. Là, actuellement, je me passionne pour Napoléon III. Ça n'a plus rien à voir avec... Mais c'est vrai que le personnage de Napoléon III, on apprend très mal à l'école l'histoire, on la survole. On survole l'histoire. Mais en fait, quand vraiment on s'y intéresse, quand on commence à prendre des livres sérieux, on s'aperçoit que, bon, un peu comme l'époque médiévale, c'est du Game of Thrones. Des fois, la puissance 10 d'ailleurs, parce que bon, les rois ne faisaient pas de cadeaux, les seigneurs non plus, hein, et l'Église encore moins. Donc, après, c'est vrai que pourquoi pas, ça dépendra un peu des éléments, de certaines données, et en fonction de ce que la vie me réserve. Là, ce livre a été un peu une surprise, parce que j'étais pas du tout parti pour écrire un roman dessus, mais quand je suis rentré à écrire, on a vraiment... on n'a pas envie de finir vite, mais on veut finir bien par contre. J'ai essayé de faire une fin qui ne soit pas en queue de poisson, qui soit correcte. Parce que bon, on a du mal à sortir du livre. Quand on est dedans, on est en bonne compagnie avec ces personnages, avec l'histoire, et on creuse tout le temps. Et sur un livre historique, le problème, c'est qu'on est toujours en train de creuser. Il y a toujours quand j'ai découvert Montgomery, arrière descendant du fameux général Montgomery qui en 40 donc était intervenu là, sur les côtes françaises là, pour délivrer la France. Ce Montgomery est un personnage absolument extraordinaire. Il est donc le capitaine des gardes d'Henri II de France, qui est marié à Catherine de Médicis, ou à Marie, je sais plus, ouais, et donc à Marie de Médicis, et donc il va aller au combat, faire un tournoi, parce que le roi lui demande, le roi marie sa fille, et le roi, Henri II, est un fou de tournoi. Et son père, François Ier, lui, était un grand bonhomme. Henri II est un peu moins grand bonhomme, mais par contre très guerrier. Et il veut à tout prix combattre. Et le soir, à 17h, 18h, il veut encore une personne qui va faire un tournoi avec lui. Donc, et c'est le pauvre Montgomery qui passe par là, celui qui est capitaine des gardes, va prendre la lance, va se lancer, et sa lance va casser,
l'escarbille va rentrer dans l'œil du roi et le roi en mourra. Et la reine en fait un régicide. Alors que lui, on lui a donné l'ordre de combattre. Il combat, c'est pas de chance, elle en fait un régicide, elle le condamne à mort. Du coup, que fait Montgomery? Il va rejoindre les protestants. Et là, on a un personnage qui apparaît dans mon livre, qui a un petit rôle, disons, mais qui justement est dans cette histoire-là, parce qu'en fait, il y a aussi un autre personnage à côté en parallèle, qui est un certain Nostradamus. J'allais pas le rater quand même, parce que Nostradamus avait écrit que le roi mourrait justement. Alors bon, après, c'est le codage, on fait dire ce qu'on veut à un texte codé, et donc on peut l'interpréter comme on veut. Et là, il a été interprété que Nostradamus avait prédit que Montgomery tuerait le roi. Mais donc Nostradamus aurait donc aussi prédit où était le trésor, puisqu'on peut faire dire ce qu'on veut à un message codé, on peut le décoder comme ça aussi. Après, il faut le lire pour mieux comprendre, il faut lire le livre pour comprendre ce que je veux dire. Là, je ne vais pas tout expliquer, mais ça m'a fait chercher, creuser, et ma foi, à la retraite, c'est très bien de faire travailler son esprit. Voilà. Voilà. Alors, on peut se procurer, bien sûr, c'est sûr, la librairie de Foix, qui en a toujours à disposition. Et puis on peut se le procurer, éventuellement je crois qu'il en a quelques-uns à Leclerc Culture à Saint-Jean, et je crois qu'il y en a un qui doit rester à la FNAC, à Pamiers, mais ils le mettent toujours derrière. Alors il faut fouiller parce qu'à la FNAC ils le mettent toujours derrière. Par contre chez Sûr, il est facilement trouvable, ou à Leclerc facilement trouvable. Il est avec les romans historiques. Alors merci Christian d'être venu devant ce magnifique château. Voilà, oui, merci. Oui. C'était le thème. Hein. Voilà. Un grand merci surtout à Zinat de m'accueillir et de me permettre de proposer la lecture. On peut aussi le trouver à la bibliothèque de Foix, à la bibliothèque de Tarascon. Il est où le demander dans les bibliothèques le demander, puisqu'il est à la BDP. On peut le demander en bibliothèque pour les personnes qui n'ont pas les moyens de l'acheter mais qui veulent le lire. Voilà, merci.